on passe la parole à Sylvie Crellereau, qui vient de Franche-Comté et dans une mission d'infirmière référente douleur. Alors bonjour, j'ai la lourde charge de terminer cette journée et vous avez déjà entendu beaucoup de choses. Pour faire rapide, je crois que tous les messages clés sont passés aujourd'hui. On a entendu parler de vigilance quant aux ruptures du lien thérapeutique. On a entendu parler de l'importance de l'information, l'importance d'innover dans nos prises en charge, l'importance également de la personnaliser. Et donc, c'est toutes des thématiques que je vais reprendre. Moi, je suis infirmière anesthésiste. J'ai la charge de coordonner une structure douleur depuis quelques années. J'ai également travaillé en transversal où j'ai quelques missions avec le CLUD notamment et un récent travail au cours d'un master de sciences cliniques infirmières il y a 4 ans m'a donné des pistes intéressantes pour construire ou au moins élaborer pour notre équipe le lien ville-hôpital et la gestion des douleurs rebelles, notamment douleurs cancéreuses. Merci. En fait, je viens d'une structure où nous avons, moi j'ai gardé une grosse activité clinique où j'interviens en consultation de première ligne, premier recours, deuxième ligne auprès des équipes. Et nous avons une consultation avancée en cancérologie, en binôme infirmière-médecin, avec la possibilité de gérer les patients au domicile avec les PCA, les thérapies intratécales. Et là, vous avez déjà entendu beaucoup de choses concernant ces thérapies. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on a aujourd'hui un changement de profil et on l'a vu, il y a beaucoup de patients qui survivent au cancer, on a beaucoup de patients qui ont des douleurs séquelaires, on a des patients qui vieillissent, qui ont des maladies chroniques et un cancer et des douleurs cancéreuses. On a également un changement dans notre contexte professionnel et on n'est plus tellement des coordinateurs de soins, mais on devient des coordinateurs de filières de soins, puisque nos patients, avec ce virage de l'ambulatoire et ces prises en charge qui sont de plus en plus réalisées à distance, nous obligent à ce lien ville-hôpital, tout ça dans un contexte budgétaire qui est relativement contraint pour la plupart de nos hôpitaux. Le constat côté patient, il est le même depuis de nombreuses années, c'est qu'il existe beaucoup de retours inopinés, beaucoup de prises en charge qui restent fragmentées, décriées par les patients, un maillage territorial en termes de santé, en termes de prise en charge douleur qui existe, mais des systèmes de soins qui sont cloisonnés avec des patients qui attendent parfois de longues journées ou de longues heures pour avoir des consultations. De plus en plus de situations complexes au domicile. Et tout ça nous amène à réfléchir notre collaboration ville-hôpital. Il y a quelques années, j'ai réalisé une enquête auprès de 120 infirmières de notre région Est et 70% des infirmières libérales m'ont répondu que le lien ville-hôpital était quasiment inexistant d'un point de vue infirmier dans les transmissions, dans la liaison de l'information capitale pour le patient. La thématique est donc d'actualité. Je ne vais pas vous redonner tous les liens qui existent avec cette thématique. La coordination, on en parle partout. Il existe beaucoup de plateformes. Moi, j'ai été intéressée par les rapports d'expertise de l'INCa en 2016 qui a, dans son panier des soins de support, réinclus, proposé les thérapies intratécales et l'hypnoanalgésie comme technique innovante pour le traitement de la douleur. Et puis l'instruction DGOS qui permettait l'amélioration de l'accès aux soins support pour ces patients cancéreux et donc de créer et d'intervenir sur la lisibilité de l'offre. Le maintien à domicile, c'est donc une priorité. Si on parle d'un lien ville-hôpital, notre objectif, c'est ce maintien à domicile. C'est une priorité de tous les acteurs tant que celui-ci se réalise dans des conditions dignes pour le patient et pour son entourage. Et au premier rang de ces conditions figure la maîtrise de la douleur et des symptômes qui sont gênants. Alors moi j'ai travaillé sur 6 caractéristiques en faisant mon travail de recherche sur la clarification d'un concept de coordination. Et 6 caractéristiques m'ont interpellée et se dégagent de la littérature pour caractériser un petit peu ce lien ou cette coordination. Premièrement, c'est une caractéristique qu'on va appeler une caractéristique avec une vision centrée sur le patient.
Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, on l'a entendu ce matin, le patient est au centre de nos préoccupations. Finalement, c'est lui le vrai coordinateur et donc l'objectif va être de coordonner avec lui et pas pour lui la prise en charge de sa douleur et son circuit. On a parlé des évaluations biopsychosociales, on a parlé de cette recherche de besoins, d'évaluation des freins, des ressources. Pourquoi? Parce qu'il y a une diversité des intervenants au domicile, parce qu'on a souvent une absence de formation ou de langage commun, parce qu'on se retrouve confronté à l'implication affective qui est très forte de la part des proches et qui est une implication justifiée mais non professionnelle et qui peut nous mettre professionnels en difficulté. Et puis, pour le patient qui est au domicile, c'est aussi un éloignement, on l'a redit déjà, de la sécurité hospitalière. Cette vision centrée sur le patient, elle doit nous obliger à considérer le confort du patient comme thématique privilégiée et forcément de son entourage. Ça veut dire qu'il faudra savoir croiser, pondérer les différentes sources d'informations. Quand l'épouse d'un patient m'appelle en me disant que son patient délire et qu'il est à l'article de la mort, c'est sa vision, c'est peut-être aussi sa vision d'épouse ou de proche aidant qui n'en peut plus et qui est épuisé. Savoir parfois déroger à certains protocoles, à certains circuits compliqués et dans tous les cas respecter le choix du patient. Quand on parle de douleur chronique et de suivi et d'accompagnement, on se rend compte, et ça c'est un rapport d'actualité de 2019, d'une actualité pharmaceutique, que le taux d'observance en fonction des pathologies laisse peut-être rêveur. Alors on a parlé du lien thérapeutique ce matin, et on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de chiffres pour la douleur chronique, mais on peut comprendre que parfois le patient nous échappe parce que on met peut-être la barre trop haut sur des notions d'observance, d'adhésion ou de persistance au traitement. Donc, est-ce que nos objectifs de suivi sont vraiment l'observance, l'adhésion? Pas forcément. Les défis aujourd'hui pour ce lien vie-l'hôpital et dans le suivi que j'ai avec les patients, qu'ils soient sous morphiniques oraux, sous traitement antalgique palier 3, sous thérapie intrathécale, sous PCA, morphinique au domicile, est plutôt de soutenir la motivation du patient dans sa thérapeutique et plutôt de respecter ses choix, d'adhérer ou pas, parce que finalement, ne pas adhérer, le non-agir est aussi une façon d'agir, et de devenir plutôt une aide à la réappropriation de son traitement. Ne pas se positionner en soignant décideur, mais plutôt en soignant éclaireur. Beaucoup d'écrits dans la littérature confirment que les changements importants au niveau soignant se feront et au niveau mentalité si notre perspective est plutôt axée sur l'autogestion pour les patients des traitements que sur le... Voilà. Qu'il faut savoir considérer plusieurs thématiques pour pouvoir considérer qu'un patient peut avoir des vulnérabilités, notamment en termes d'attachement, et que s'il y a des vulnérabilités dans ce domaine-là, on risque d'avoir également une insécurité tant que la relation avec l'équipe n'est pas sécure pour lui. Établir une relation thérapeutique confiante, on en a parlé, elle est corrélée à l'adhésion au traitement, bien sûr, et les résultats sont positifs, pas uniquement dans la médecine, mais dans plusieurs disciplines. Donc ça, c'était notre première caractéristique, d'avoir cette vision quand on est dans ce lien vie-l'hôpital centré sur le patient, que ce soit nous, soignants hospitaliers, ou les soignants de premier recours en ville. La deuxième caractéristique serait d'avoir une vision et d'avoir une planification proactive de nos circuits patients, les circuits en termes d'hospitalisation, d'intervention, l'avant, le pendant, l'après. On a parlé beaucoup aujourd'hui d'information aux patients, programmation concertée, qui fait quoi, à quel moment, le patient est au centre et si c'est lui qui coordonne, il est aussi sous les difficultés de concilier ses rendez-vous oncologiques à l'hôpital, d'imagerie, ses pressions familiales et les différents soins qu'il a avec ses soins de premier recours.
Autre caractéristique qui semble importante dans ce lien ville-hôpital, c'est le partenariat. Le partenariat, il peut être situé à 2 niveaux. C'est une communication interprofessionnelle et c'est une communication qui va permettre d'informer les collègues, d'informer les acteurs de premier recours, d'informer la famille, d'informer l'entourage, de sensibiliser à différents effets secondaires, différentes contraintes, différents avantages de la prise en charge, de former les acteurs en cas de nécessité, de proposer des supports de communication ou de formation et de collaborer avec les prescripteurs et les pharmaciens. Ce partenariat peut paraître simple en début, mais il risque vite d'être remis en cause si nos thérapeutiques ou si nos échecs thérapeutiques sont importants. Dialoguer est une chose, mais c'est souvent au cours peut-être d'une mise en place de PCA d'opioïdes avec un retour à domicile que l'étape va être marquante. Plusieurs fois, je me suis rendu compte que finalement, la PCA au domicile, c'est un premier tuyau, c'est une première médicalisation pour certains patients, un tuyau, une technique qui arrive dans l'intimité du patient avec tout le cortège des fantasmes de la morphine. Et la mise en place peut paraître simple d'un point de vue technique, mais il faudra considérer plusieurs facteurs qui doivent être compris, validés, la lecture des indicateurs de la machine, le passage de l'infirmière, le passage du prestataire qui vont être de nouveaux intervenants au domicile du patient. Et tout cela doit être vraiment communiqué et compris de part et d'autre. 2 caractéristiques qui ont également contribué à la construction de ce lien ville-hôpital, c'est la transversalité et la facilitation. Ces deux paramètres ou ces 2 caractéristiques nous permettent d'aborder la vision globale du patient. Et aborder la vision globale du patient, c'est connaître les différentes étapes, c'est gérer les interfaces et c'est apporter de la cohérence aux prises en charge. Quand on a un patient qui va avoir une thérapie intrathécale, une pompe, comme l'a dit M. Dupoiron, il va passer par tout un tas d'étapes. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, ce qui rend la vie difficile aux patients, ce sont les interfaces entre les différents acteurs de soins. La consultation préopératoire prépare le patient, mais encore faut-il que quelqu'un ait prévenu, par exemple en hospitalisation, que M. X qui vient pour sa pompe intrathécale aura besoin d'un matelas anti-escar, aura besoin d'une nutrition, d'une pompe pour sa nutrition. Le bloc peut être prévenu également pour une thérapie autre que le patient est préparé sous hypnose et qu'il faut penser à lui demander quel est son ancrage, etc., etc. Donc finalement, cette transversalité et ces facilitations vont permettre de préparer ces interfaces qui sont difficiles, mais de faciliter aussi l'orientation et l'accès aux différentes ressources. On a installé pour des patients qui ont besoin d'une PCA avec un relais au domicile, on voit les patients en consultation, ils échappent, l'oncologue nous les envoie parce qu'il y a une escalade thérapeutique et la phase suivante va être une PCA de morphine. On rencontre le patient, on fait un état des lieux de son environnement, on prend connaissance de ses ressources, qu'elles soient des soins de premier recours, de l'infirmière libérale, on demande quel est le prestataire s'il y en a un, et on profite de lui proposer 24 heures d'hospitalisation avec ce relais PCA qui est mis en place. Pendant ces 24 heures, on essaye d'optimiser les ressources et l'orientation aux différentes ressources pour le patient, c'est-à-dire le passage de la psychologue, le passage d'une assistante sociale si la personne n'a pas forcément d'aide au domicile et que cela se justifierait, et également le passage d'une diététicienne, par exemple. On essaye d'optimiser les circuits, c'est cette vision qui est importante, favoriser, avoir un circuit bien formalisé, c'est aussi anticiper ce lien et les difficultés du lien ville-hôpital. Ça veut dire, un petit peu ce qu'a dit M. Dupoiron tout à l'heure, c'est préparer cette intervention avec une étape préopératoire, une validation en réunion de concertation pluridisciplinaire qui communique avec les oncologues, les soins de premier recours, l'infirmière libérale qui va prendre en charge le patient. C'est programmer, c'est hospitaliser le patient avec les informations, les formations de l'entourage, et c'est organiser les suivis. Et puis,
une dernière caractéristique qui nous semble importante, c'est la caractéristique du partage. Le partage se fait à plusieurs niveaux. Le partage avec l'équipe hospitalière, le partage avec l'équipe libérale, le partage avec le patient et son environnement. Et on doit pouvoir partager la vision du projet thérapeutique. Il y a des patients pour qui la décision d'une thérapie intrathécale va être mise en suspens pour des motifs personnels, familiaux, d'événements familiaux, et ça se respecte. On doit pouvoir partager le pouvoir, indication, contre-indication. La semaine dernière, moi j'ai une infirmière libérale qui m'a appelée en me disant « Vous avez proposé à Monsieur X une PCA et vous avez prévenu ma collègue. C'est moi qui l'ai vu la semaine dernière et je peux vous dire qu'il n'est pas du tout favorable. Est-ce qu'on peut en rediscuter ?» Donc le partage du pouvoir nous semble également un élément important dans ce lien ville-hôpital. Le partage des connaissances avec des actions de formation. Nous avons organisé un forum ville-hôpital l'année passée sur la gestion pour ces patients complexes des abords vasculaires au domicile en réunissant infirmières libérales et hospitalières autour d'une même table pour mettre à plat un peu nos différends et nos pratiques et choisir des protocoles communs. Le partage de notre organisation, de nos supports, d'ordonnances. Nous avons travaillé avec les infirmières libérales les ordonnances de sortie pour qu'elles conviennent, car on sait que pour bon nombre d'entre elles, la sortie d'un patient est souvent synonyme de prescription ou d'ordonnance pas tout à fait compatible avec leur pratique, surtout un vendredi soir quand le patient est seul avec l'infirmière le week-end. Et puis notre force en interne, c'est les réunions de concertation pluridisciplinaires où nous pouvons avoir le recours d'autres collègues, du médecin, de la psychologue. Alors, ça avance plus. Le partage des évaluations, quand on a un lien avec la ville et qu'on correspond avec l'infirmière libérale, cette correspondance, elle se fait à minima une fois par semaine. Avec l'infirmière, une fois par semaine avec le patient. Nous avons choisi les items de l'évaluation pour les patients aux douleurs rebelles traités par morphinique, que ce soit Péros, PCA, intrathécale. L'évaluation est protocolisée et elle a été adoptée par les différents partenaires. Ensuite, nous convenons du retour au domicile. On est d'accord qu'il doit être le plus précoce possible, puisqu'il va représenter et avoir des avantages cliniques, environnementaux, familiaux, économiques. Et c'est une étape particulièrement cruciale si elle n'est pas bien préparée. Les conditions sont les suivantes, c'est que le patient, l'environnement et les soignants doivent être sécurisés. La douleur doit être maîtrisée, le matériel doit être livré au domicile, les infirmières libérales formées, informées des techniques et des suivis. Et les patients doivent sortir avec des ordonnances ad hoc. Actuellement, nous les avons protocolisées avec les infirmières libérales, les conduites à tenir, un téléphone, des recours, un livret de suivi, des prescriptions et des suivis organisés dont elles ont la connaissance. Pour certaines thérapies, pour des injections itératives sur CIP intrathécal, nous avons choisi de former l'infirmière libérale au lit du patient. Donc c'est un procédé que nous avons mis en place. À partir du moment où le patient rentre, il bénéficie de sa chambre implantable, l'infirmière vient à l'hôpital et fait l'injection avec nous. Et ensuite, cette formation lui sert pour le domicile. Toute cette logistique n'aurait pas de sens si elle ne s'inscrit pas dans une vraie relation humaine de proximité. Et vous avez bien vu qu'il n'y a pas de coordination sans coordinateur, que cette mise en œuvre doit être incarnée par une personne, par des repères. Alors il y a plusieurs personnes sur le circuit du patient. Et si la mise en œuvre est déclenchée par de nombreuses personnes en même temps, il est important pour le patient d'avoir un guichet unique en cas de difficulté. Nous avons choisi au niveau de notre structure que le guichet unique, le recours soit celui de l'infirmière ressources douleurs, qui va incarner un petit peu ce lien avec la ville, avec le patient, avec les prestataires, avec les infirmières. Pourquoi ? Parce qu'il y a une présence, il y a une connaissance, il y a un partage d'informations qu'elle peut faire.
C'est une personne qui aura l'expertise du domaine à coordonner, qui connaît un petit peu les interfaces et qui peut orienter les équipes, le patient, autour des solutions intéressantes. L'autre point important, c'est celui de la confiance, et c'est peut-être le ciment de toute cette logistique, puisque la confiance donnée, ça va permettre la pérennité de ce lien ville-hôpital. Quand une infirmière libérale peut appeler en me disant j'ai un souci, j'ai un point de ponction qui n'est pas très certain sur ma PCA, j'ai un doute avec mon patient, est-ce que je peux vous le renvoyer, est-ce qu'on peut le reprendre en consultation rapidement, est-ce que vous avez... Voilà. Si on n'a pas cette réactivité avec les équipes de premier recours, notre lien ville-hôpital risque d'en pâtir et la confiance risque de ne pas être partagée. Et puis, au sein de notre structure, nous avons des données partagées à toute l'équipe, que ce soit au travers des RCP, au travers des tableaux de bord. Nous savons en permanence combien de patients sont sous PCA au domicile. Nous avons des aides visuelles, des tableaux Excel, et nous avons des procédures institutionnelles connues de l'ensemble de l'établissement pour tous ces patients. Donc finalement, si on voulait synthétiser un petit peu ce lien ville-hôpital, eh bien, les messages clés sont les mêmes que ceux entendus tout au long de la journée. C'est un patient au centre de nos préoccupations. C'est des évaluations pluridisciplinaires avec des objectifs partagés. C'est un recensement des ressources et des freins. C'est une connaissance des richesses et contraintes du domicile et du milieu hospitalier, et ça se partage. C'est un choix d'une technique adaptée, mais au bon moment et pour le bon patient, on l'a aussi entendu. C'est des formations, des informations, et c'est un accompagnement des acteurs de terrain par des professionnels à l'écoute. Bien sûr, il faut un dépistage précoce des dysfonctionnements, une adaptation des traitements et réponse en temps réel et une permanence des soins. Et quand on est content que le patient rentre chez lui, qu'il est soulagé, et que 3 jours après, j'ai eu le cas la semaine dernière, une patiente de 47 ans, mariée, 2 enfants, avec un cancer, un adénocarcinome pulmonaire multimétastasé, avec un envahissement pariétal pour lequel une pompe intrathécale a été placée mardi dernier. Patiente satisfaite, 80% de soulagement. Retour au domicile le vendredi. Cette patiente marchait alors qu'elle ne sortait plus de son lit. Et puis le samedi soir, c'est sa sœur qui appelle les urgences en disant il y a une recrudescence des douleurs, on ne comprend pas. Retour à l'hôpital en urgence, l'algologue d'astreinte prend en charge la patiente, fait une augmentation des doses intrathécales, elle ressort 24 heures après et elle revient 3 jours après. Et en fait, douleur, souffrance, il ne faut pas l'oublier, les frontières sont tenues et pas facilement évaluables. Et en fait, le contexte familial explose et l'hôpital est finalement un refuge. Et à ce moment-là, charge à nous de travailler avec les équipes. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien repéré en amont et qui n'a pas favorisé ce retour au domicile de façon optimum. Toujours est-il que le lien existe, mais des fois, une fois que la douleur est calmée, c'est comme l'arbre qui cache la forêt, les autres problématiques peuvent remonter. Et là, on peut se retrouver en difficulté avec des patients qui vivent des situations difficiles. Donc, on est fort quand on n'est pas tout seul autour du patient. Merci.